Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Dr Éric Simard, PhD, spécialiste en santé intégrative et en sciences du vieillissement. Éric est docteur en biologie, chercheur et auteur. Il est également président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Je discute avec mon invité de tout ce qui entoure la prévention en santé. Pour Éric, la santé est un tout. La personnalité et la vie sociale ont ainsi un impact majeur sur la santé globale et l'espérance de vie. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Éric, bon matin. Oui, bon matin. Ça va bien? Oui, tout à fait. Je voulais te remercier d'abord d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Donc, c'est les miracles des médias sociaux. On les critique beaucoup, mais ça permet de rencontrer ou d'entrer en contact avec des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais connues autrement. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir. En fait, merci de m'avoir invité. Et tu as raison, les réseaux sociaux, ça demeure toujours juste un outil. C'est à nous d'en faire ce qu'on veut d'en faire. Exactement. Alors, on est ici pour parler de ta carrière, de tes passions, puis peut-être explorer certains aspects du réseau de la santé ou de la maladie ou de la prévention de la maladie qui sont certainement, en toute honnêteté, quand on divulgue des conflits d'intérêts, c'est en dehors de mon champ d'exercice. Donc, j'avance dans l'inconnu, là, mais j'ai bien hâte de t'entendre me parler un petit peu de toi. Là, puis j'aimerais que tu me parles d'abord de qu'est-ce qui t'a amené dans la profession, l'emploi, puis la passion que tu exerces aujourd'hui. Oui, écoute, premièrement, quand j'étais tout jeune, en fait, je voulais travailler dans le domaine du cancer, tout jeune enfant, parce qu'il y avait beaucoup de cas de cancer dans la famille de mon père. Hein. Il y a quand même une grosse incidence. En fait, c'était une famille de 15 enfants. Ils sont pratiquement tous décédés du cancer. OK. Différents types de cancer. C'était pas nécessairement des gens qui avaient des bonnes habitudes de vie non plus. Mais bon, ça m'a marqué. Quand j'étais tout jeune, je me suis beaucoup intéressé à la biologie, tout le monde vivant. Ça me passionnait, en fait, hein, toute la nature, le monde aquatique. Et j'ai perdu mon père très tôt, en fait, beaucoup trop jeune, en fait, d'un AVC qui l'a laissé un peu comme un enfant de 5 ans. Mm-hmm. Et j'ai voulu continuer avec l'idée, en fait, d'essayer de changer les choses du côté de la prévention et de la santé. Honnêtement, à l'époque, j'ai pas voulu aller en médecine parce que la vision que j'avais de la médecine, c'était le médecin de famille régional qui voit du monde un peu comme une machine à saucisses, en fait, là, un après l'autre, très rapidement. Et aujourd'hui, je mettrais peut-être ça, je reconsidérerais peut-être. Mais la raison pour laquelle je suis allé vers la biologie, c'est justement la passion envers la vie, tout simplement. Alors, des études de bac, de maîtrise, de doctorat, même à l'INRS, donc l'Institut national de recherche scientifique, là, tu avais débuté ça il y a plus de 20 ans. C'était quoi le sujet de ta thèse ou disons ton intérêt au doctorat? Écoute, quand je suis en passant à la maîtrise, j'ai eu à faire des choix entre le domaine de l'environnement qui me passionnait aussi. J'avais eu des propositions pour aller étudier les rivières à saumon sur l'île d'Anticosti, entre autres. Okay. Et le domaine de la biochimie, de la biologie moléculaire pour aller du côté de la recherche parce que j'avais trouvé une nouvelle façon de transformer le rejet des fromageries qu'on appelle le lactosérum. Okay. Avec des nouvelles bactéries qui produisent des polymères qui ont des gros impacts sur la santé.
Et j'ai décidé d'aller du côté du domaine biotechnologique, de démarrer une entreprise qu'on a financée, qu'on a amenée même à l'échelle internationale. On s'est rendu jusqu'à faire des études cliniques multicentriques dans le domaine du syndrome métabolique, avec un produit de fermentation qui avait des gros impacts, en fait, sur le système immunitaire, qui amenait un gros impact dans le syndrome métabolique. Ça m'a permis d'identifier aussi des nouvelles souches de bactéries lactiques qui étaient probiotiques, une nouvelle espèce de probiotique, ce qui est quand même relativement rare aussi, de l'amener jusqu'à la production industrielle. Et j'ai fait durant ce doctorat-là aussi beaucoup de génie génétique, de structure-fonction des protéines, d'enzymologie. Et ça a été, écoute, vraiment des belles années. C'était les premières années, je dirais, de l'avancement de la bioinformatique qui nous sortait d'une ère où il aurait fallu travailler avec 30 personnes pendant des semaines pour réussir à faire quelque chose que l'ordinateur nous générait en 20 minutes. Là. Okay. Et aujourd'hui, que l'ordinateur nous génère en claquant des doigts. OK. Ça a été vraiment une époque passionnante. Là. C'était de la recherche de pointe, en fait, sur l'enzymologie, le génie génétique. C'était super intéressant. Puis aujourd'hui, là, disons, si tu décrivais en quelques minutes là, ta carrière ou ta profession, parce que scientifique, homme d'affaires, conférencier, tu portes plusieurs chapeaux. Oui, effectivement. Écoute, j'ai cheminé suite à mon doctorat. Ben, l'entreprise a été vendue après 12 ans de développement à des intérêts suisses. Ça m'a amené à passer chez BioCaplus International, l'entreprise dans le domaine des probiotiques. J'étais vice-président sciences et développement. J'ai fait la même chose par la suite, vice-président sciences et développement d'une entreprise d'oméga 3 internationale. Et j'ai par la suite démarré une entreprise dans le domaine de la longévité cellulaire. En 2013. On fête nos 10 ans maintenant. En fait, avec des travaux de recherche avec l'Université Concordia principalement. Initialement, on a 5 universités qui ont collaboré aux travaux de recherche. On a fait des grandes découvertes avec l'Université Concordia pour ralentir les processus du vieillissement cellulaire. Et ça a été publié dans une revue à très fort impact, en fait. Et on vient tout juste d'obtenir le brevet canadien sur ces découvertes-là. Et le brevet américain, l'Europe devrait suivre. Là. À travers ça aussi, j'ai décidé tout le temps de m'impliquer au niveau de certaines causes sociales, certaines associations d'innovation. J'ai été longtemps président de l'Association pour les ingrédients santé en alimentation qui avait été lancée avec un chercheur de l'Université Laval. Et j'ai été pendant plus de 10 ans le président du comité consultatif du Conseil national de recherche, le Bureau du Québec, le CRSNG Québec, en fait. J'ai été aussi 2 mandats d'affilée, parce qu'on a le droit de faire 2 mandats, à la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je continue à m'impliquer dans l'association professionnelle pour la santé intégrative. Mais dis-moi, cet intérêt pour le vieillissement ou le vieillissement cellulaire, puis l'apport de l'alimentation, tout ça, c'était pas ça au début? Puis comment est-ce qu'on en vient à ça? Puis, puis comment fait-on des liens? Oui, en fait, oui, c'est que ma passion de la vie, en fait, me poussait vers la prévention avant tout et non pas le traitement. OK. Et au début des années 2000, dans la recherche sur la longévité, on s'est rendu compte qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement humain et que ça allait réduire l'incidence de l'ensemble des maladies associées. Et ça a donné lieu, entre autres, en 2015, à 2 publications qui ont marqué le monde scientifique à l'époque. Là. La première des publications disait haut et fort tout simplement que ça y est, on est capable d'agir sur le vieillissement humain, c'est évident. Et la deuxième, en fait, qui a été publiée dans la prestigieuse revue Science en décembre 2015, disait Healthy Aging, the Ultimate Preventative Medicine. L'ultime médecine préventive, c'était de ralentir les processus du vieillissement parce que ça va réduire l'incidence de l'ensemble des maladies associées. Et ça va être un impact en santé humaine. Il y a des scientifiques qui ont dit que c'est probablement là qu'on va faire les plus grosses découvertes en santé de l'histoire de l'humanité. C'est pas rien, là. C'est une question justement de garder des gens en santé beaucoup plus longtemps. Et c'est ce qui m'a amené à me virer vers ça parce que j'ai pensé en 2013, en fait, que en élaborant en fait un programme de recherche ambitieux, que je serais capable de découvrir des nouveaux gyrosuppresseurs, des molécules qui ralentiraient le processus du vieillissement. Pour nos auditeurs, tu viens de mentionner un mot, des gyrosuppresseurs. Ouais. Si tu m'expliquais.
Ouais, c'est que on a longtemps appelé ces molécules-là des mimétismes de la restriction calorique parce qu'on a appris avec la restriction calorique. Hein. La restriction calorique, c'est de réduire l'apport calorique d'un organisme vivant habituellement de 20 à 30 sans réduire son apport nutritionnel, sans causer de carence nutritionnelle. Et ça va avoir des impacts phénoménaux sur l'augmentation de l'espérance de vie. Les organismes unicellulaires, c'est comme 250 la drosophile, on parle d'à peu près 100 de l'augmentation d'espérance de vie. Les rongeurs, 30 à 40 même 50 chez les rongeurs d'augmentation de l'espérance de vie. Les macaques japonais, là, c'est 10 à 12 environ. Et chez l'humain, l'impact est confirmé. Hein. Il y a une publication cette année qui a mesuré un ralentissement du vieillissement chez l'humain sur une période de 2 ans, un ralentissement de juste 2 à 3 c'est déjà un impact avec une amplitude comparable à les bénéfices d'une cessation tabagique. Ça a été publié dans Nature Aging. Donc, un gyrosuppresseur, c'est des molécules qui vont mimer, en fait, les impacts de la restriction calorique, agir sur exactement les mêmes mécanismes cellulaires pour ralentir le processus de vieillissement puis réduire l'incidence des maladies associées. Comment est-ce qu'on mesure le ralentissement du vieillissement de façon concrète? Ben, la meilleure façon, puis il s'est développé plusieurs, ce qu'on appelle des horloges biologiques, là, pour faire la différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. On sait déjà, là, sans changer rien des habitudes de vie, on sait déjà que dans la population mondiale, on va trouver des gens qui ont à peu près 30 ans de différence entre l'âge biologique et l'âge chronologique, dépendamment des habitudes de vie que ces gens-là ont eues. Autrement dit, on pourrait tomber sur une personne de 90 ans qui a encore les mêmes capacités qu'une personne de 60 ans. La personne de 90 ans ayant fait attention à ses habitudes de vie, la personne de 60 ans n'ayant pas fait attention. Et là, on est dans une situation où on n'a même pas optimisé les conditions. Okay? Donc, c'est au minimum sur 30 ans. C'est vraiment énorme comme impact. La façon dont on mesure ça, c'est la méthylation des gènes. C'est qu'on sait, on a 28 000 gènes dans le chromosome humain, là, et on sait qu'à travers ça, en fait, il y a des gènes que la méthylation va baisser en vieillissant, ils vont être moins exprimés. Il y en a que la méthylation va monter, ils vont être plus exprimés, mais que c'est pas nécessairement bénéfique. Fait qu'en regardant les patterns des deux, autant ce qui est surméthylé de ce qui est sous-méthylé, en fait, on est capable de tirer une conclusion sur comment je dirais donc, sur l'âge biologique exact de la personne, si tu veux, par rapport à l'âge chronologique, mais aussi, en fait, sur la dérive qu'on peut vivre en vieillissant, tout simplement, sur ces méthylations-là qui ne devraient pas nécessairement avoir lieu. Là. Mais tu parlais des populations dans le monde qui vivent plus vieux, plus en santé. On a en tête, parfois on entend parler de certaines régions du monde. Parfois, c'est vraiment on a l'impression que c'est des micro-sociétés. Est-ce qu'on sait pourquoi dans certaines régions du monde, tout le monde va vivre 100 ans, 105 ans, tout ça? C'est une foule de facteurs ou on est capable d'identifier certains facteurs vraiment, là, des facteurs clés qui ont un impact, là, puis... Bon, oui, écoute, honnêtement, ça a vraiment été une passion, là. J'ai beaucoup étudié tout ce qui a été publié. Puis c'est pas vraiment des populations isolées en passant. Okay. Il y en a partout. C'est juste que les populations en question sont suffisamment homogènes pour qu'on soit capable d'en tirer des conclusions, justement parce qu'ils sont isolés, ils sont encore homogènes. Mais on a de ces populations-là, il y en a une qui est en Californie. OK. Et celle qui est en Californie nous démontre très bien qu'on sera capable d'appliquer ça partout dans le monde en tant que tel. Et pour bien répondre à ta question, c'est... puis bon, ça va sûrement surprendre, en fait, de nos auditeurs, là. Le premier critère le plus important, je suis convaincu aujourd'hui, que c'est la personnalité. Il y a effectivement des facettes qui reviennent tout le temps. On parle beaucoup de l'importance de l'alimentation, de l'activité physique, la saine gestion du stress et la qualité de la vie sociale. Moi, j'ai regroupé, en fait, toutes les habitudes de vie dans ces 4 points-là que je viens de mentionner, qui sont aussi facilités là, par un 5e facteur que j'ai justement appelé un facteur facilitant, qui est le fait d'être fondamentalement positif. Les gens des populations centenaires, peu importe où ils sont de par le monde, ils ont tous le même genre de personnalité. Fait que si peu importe la culture, ils ont tous le même genre de personnalité, c'est très clair, en fait, que ça a un gros impact sur la longévité humaine. Et la raison pour laquelle je te dis que c'est probablement la personnalité, le facteur le plus important, c'est qu'on se rend compte que ceux-là qui développent ce type de personnalité-là ou qui l'ont de naissance, parce que la personnalité, c'est à peu près 50% de caractère génétique, l'autre 50%, on l'a appris.
les gens qui développent ça, ils ont une grande facilité à appliquer déjà aussi toutes les autres saines habitudes de vie. C'est du monde que c'est comme si c'était un package qui va venir avec. Fait que, c'est des gens qui sont beaucoup plus consciencieux, ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, sont ricaneurs, sont agréables. Fait que, écoute, il y a une bonne nouvelle dans ce que je te dis là aussi, là, c'est que les chialeux vivent moins longtemps. OK. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Si moi, là, Jean-Pierre Gagné, j'ai 53 ans, puis disons, je n'ai pas un profil parfait, puis je m'en vais vivre dans une de ces communautés-là, est-ce que je peux m'attendre à, disons, rattraper leur courbe d'espérance de vie ou leur profil physiologique? Ben, possiblement en partie, mais si tu n'adhères pas au mode de pensée, tu ne réussiras jamais. Okay, donc... Je pense que la clé est vraiment là. Okay. Puis une fois que tu as adhéré à le mode de pensée, là, on peut regarder toutes les autres facettes puis essayer d'optimiser chacune des voies avec la science actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, la science des populations centenaires, c'est de l'observation qui n'a pas été optimisée. Ces gens-là sont tombés par chance sur quelque chose qui est fait vivre plus longtemps, puis on a constaté que ça marche. Mais on peut optimiser, en fait. Fait que, jusqu'à maintenant, j'ai écrit 4 livres qui portent justement sur la longévité en santé. Je suis en train d'écrire le 5e. Et dans le 5e, je vais faire un pas de plus où je vais me permettre d'émettre beaucoup d'hypothèses sur comment on pourrait optimiser quoi et pourquoi, en regardant la science, justement, des dernières années, en fait, puis en l'appliquant à ce qu'on savait déjà du cheminement des populations centenaires. Éric Simard, le scientifique, il pense que l'être humain pourrait vivre jusqu'à quel âge, là, avec une qualité de vie acceptable, disons, là? Écoute, le scientifique va te répondre que il y a quelque chose d'étrange qu'on ne comprend pas encore, en fait, dans les phénomènes reliés au vieillissement, où ce qu'on aurait une espèce de date de péremption qui est très difficile à dépasser. Chez l'humain, probablement aux environs de 120 ans. OK. Mais peut-être qu'un jour, on va comprendre le pourquoi, en fait, de ça, puis qu'on sera capable d'aller plus loin encore. Mais actuellement, il y a quelque chose là qu'on ne comprend pas. C'est que même les animaux, parce qu'il y a des animaux dans la nature qui vivent extrêmement longtemps, beaucoup plus longtemps que les animaux comparables. On appelle ça le quotient de longévité. En fait, c'est mon domaine, c'est la question de la longévité. Toute la biologie comparative nous a appris énormément de choses. C'est comme la raison pour laquelle les éléphants ont quasiment pas de cancer. On peut s'inspirer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre beaucoup plus longtemps aussi de la biologie comparative. On a des animaux comme les chauves-souris qui ont des métabolismes extrêmement élevés, quand même, tout ce qui va, le métabolisme très élevé. Tu essaieras, tu vois, c'est difficile. Et la chauve-souris va vivre 10 fois plus longtemps qu'une souris en tant que telle. Ce qui fait qu'elle vit beaucoup plus longtemps, c'est qu'elle maintient des capacités de réparation beaucoup plus longtemps dans sa vie. Fait qu'on peut essayer de faire la même chose. D'un point de vue biologique, on sait très bien que si tu optimises les habitudes de vie, on va être capable d'arriver à 100 ans, par exemple, en étant encore pleinement capable de profiter de la vie. Et on va dépérir rapidement par la suite. Et ça, c'est clairement démontré. Hein. C'est que les gens des populations centenaires, en fait, si je te demandais, Jean-Pierre, c'est quoi, tu penses, la première cause de mortalité des centenaires? Il y a une forme de sénescence, là, je pense. Écoute, il y a probablement des fractures orthopédiques qui entrent en ligne de compte, pneumonie, mais écoute, je ne sais pas.
Ah, Gadon, t'es quand même pas pire, en fait, parce que t'as pas eu le réflexe de citer les principaux tueurs actuels nord-américains qui sont le cancer et les Ah maladies non, j'ai cardiovasculaires. tendance à penser que rendu à 100 ans, mais je ne suis pas un spécialiste, c'est que si tu étais dû pour avoir le cancer, tu l'as déjà eu. Donc, j'ai l'impression que rendu à 100 ans, ça va être d'autres choses, là. Il y a le vieillissement, là, ouais, la compréhension que j'ai là, des organes du corps humain, puis comment je l'ai appris, c'est qu'à 100 ans, quelqu'un qui est quand même en bonne santé pour son âge, ses organes fonctionnent peut-être à 30 ou 40 de leur capacité. Donc, ces gens-là, puis on le voit en clinique, ces gens-là qui sont même en santé à un très grand âge sont des personnes fragiles, là. Donc, Ouais, ça prend c'est exact. pas grand-chose pour basculer de l'autre côté, alors que la personne était complètement fonctionnelle une semaine avant, rentre à l'hôpital pour une banalité, une infection urinaire, une pneumonie, est couché dans un lit pendant 3 4 jours. Il y a une autre petite complication qui survient. On revoit la personne 7 à 10 jours plus tard. Ce n'est plus la même personne. En dedans de 7 jours, parfois, tu viens de basculer de l'autre côté, puis on dit, OK, parfait. On a une personne très âgée devant nous, alors qu'on avait quelqu'un peut-être 2 semaines avant qui faisait des activités, qui sortait, marchait, avait des activités Ben, sociales. exactement, en fait. Puis ça, c'est un élément intéressant à expliquer aux gens, en fait, là. Puis tu vas voir où je m'en vais avec ça pour répondre à ta question sur la longévité. C'est que ce qu'on observe dans la population, là, c'est que dans la majorité de la population nord-américaine, pour une espérance de vie de 84-85 ans, on va être affecté pendant à peu près 15 ans des maladies associées au vieillissement. Fait qu'autrement dit, à partir de 70 ans, on va être affecté de façon suffisamment sérieuse pour réduire notre capacité à profiter de la vie. À partir de 70 ans, les gens des populations centenaires, puis là, on a à peu près le même 30 ans que je te parlais au début de notre discussion, vont se rendre souvent à 100 ans sans avoir de ces répercussions-là. Donc, ils n'arriveront pas à 100 ans avec la santé d'une personne de 20 ans. C'est pas ça, là. En fait, ils vont avoir quand même perdu en capacité, mais ils vont être encore capables de voyager, ils vont être encore capables de profiter de la vie, se mettre à quatre pattes avec les petits-enfants. Techniquement, c'est ça qu'on veut. Mais le jour où ils vont commencer à dépérir, ils vont partir très rapidement. En fait, c'est souvent 2, 3 semaines. Il y en a que c'est quelques années. Mais généralement, ça va aller très vite, en fait. Fait qu'ils vont être affectés pendant beaucoup moins longtemps des maladies associées au vieillissement. Ils vont profiter de la vie plus longtemps. Fait que, honnêtement, c'est à ça qu'on devrait, c'est là-dessus qu'on devrait tout mettre l'emphase, là. Fait que la question de repousser le 120 ans, je te dirais que c'est pas clair encore à l'heure actuelle qu'on va être capable de le faire. Mais de se rendre à 100 ans, d'augmenter la proportion des gens de la population qui se rendent à 100 ans en étant capable de profiter de la vie, ça, c'est très clair qu'on est capable de le faire. Mm. Et là, le passer le 120 ans, honnêtement, d'un point de vue scientifique, j'ai jamais vu personne qui en parle, mais on sait, en fait, parce que d'un point de vue biologique, le vieillissement ne fait pas de sens, hein. On a des organismes qui ne vieillissent pas. L'hydre ne vieillit pas, les planaires ne vieillissent pas, même que les planaires étaient coupés en deux puis ils refont le morceau qui manque. C'est un verre microscopique, là. D'un point de vue biologique, il n'y a pas vraiment de raison de vieillir en tant que tel. C'est des anomalies, si tu veux, là. Et on connaît des organismes qui, comme le ratotenu, là, lui, il va rester avec à peu près les mêmes apparences puis capacités pendant 90% de sa vie. C'est un peu comme si tu amenais un humain à 90 ans avec la capacité d'une personne de 30 ans. Puis là, sur une période de 10 ans, genre, là, il va dépérir d'un coup sec. La raison comment ça se fait qu'il dépérit dans la dernière période de sa vie, en fait, on ne comprend pas. OK. Fait qu'il y a quelque chose là qui est épatant, que le jour où on va le comprendre, on va peut-être bien être capable de pousser plus loin la barrière en question. Mais actuellement, on ne le comprend pas, puis cet organisme-là va mourir souvent sans qu'on sache exactement qu'il est mort de quoi. C'est comme s'il avait atteint la date de péremption, puis je cligne, il y a une switch qui se rouvre, puis ton temps est fini. C'est vraiment étrange, honnêtement, là. Et des scientifiques dans le domaine du vieillissement, beaucoup de gens constatent, j'ai jamais vu personne en parler en tant que tel là, de ce phénomène-là. OK. C'est intéressant qu'on parle de cela ce matin parce que hier, j'étais à une conférence de la Fédération des médecins spécialistes, puis on parlait d'aide médicale à mourir. Et il y avait des psychiatres, des gériatres, puis certains des collègues faisaient état de patients très âgés ou très âgés, 90, 95 ans, qui n'ont pas vraiment de maladie, puis qui arrivent à une époque de leur vie où il y a juste une fatigue de vivre. Et les gens, finalement, envisagent de demander l'aide médicale à mourir, mais sans raison médicale.
Ah ouais. Oui, donc finalement, parce que je t'écoute, puis je trouve ça extraordinaire, mais au-delà de tout ça, moi, de la façon dont je vois ça, c'est vraiment d'être en santé le plus longtemps possible. Ouais. Peut-être plus que repousser la date du départ, tu sais, je sais pas. Les deux vont de pair, évidemment, parce que si on reste en santé le plus longtemps possible, on va vivre plus longtemps. Donc, ça reprend un peu J'écoutais il y a quelque temps les funérailles de l'ancien président George Bush, puis son fils, qui a aussi été président, faisait référence à son père qui disait que l'idée ou son objectif, c'était de mourir jeune le plus vieux possible. J'imagine que ça résume un peu ta philosophie. Oh, oui, tout à fait. Écoute, mes livres s'appellent Vivre jeune plus longtemps. Ça te donne Exact. une idée. T'as raison, c'est exactement ça. Puis en fait, c'est vers ça qu'on tend, tout simplement. Puis on devrait, tu sais, tout à l'heure, on a parlé d'évaluation de l'âge biologique, là. Si on était capable aujourd'hui, puis j'y ai pensé il y a 5-6 ans déjà, d'essayer de développer des horloges biologiques qui seraient plus accessibles à la population. D'après moi, ça s'en vient de toute façon, là. Mais ça, imagine l'idée de si on était capable, en allant chez notre médecin, qui nous teste pour nous dire notre âge biologique exact versus notre âge chronologique. Puis là, il y a du monde qui constaterait que de l'âge biologique, ils ont 20 ans de plus qu'ils devraient avoir parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie. Ça donnerait un outil extraordinaire parce que là, tu pourrais travailler sur toi-même aussi puis baisser ton âge parce que tu peux régresser en tant que tel. Puis même moi-même, je l'ai vu. Hein, j'ai toujours été quand même quelqu'un avec des bonnes habitudes de vie, mais dans les dernières années, j'ai fait des efforts de plus. Et j'ai vu de mes paramètres régresser, comme par exemple ma fréquence cardiaque maximale. Beaucoup augmenté. Chose intéressante, ça non plus, on n'en parle jamais. En fait, là, si on fouille un peu la littérature, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'on peut améliorer, mais gars, c'est pas vrai. On peut même améliorer notre fréquence cardiaque maximale, qui est quand même, en fait, un indicateur intéressant, je crois, de l'âge biologique. Fait que, techniquement, moi, j'ai l'âge cardiaque maximal d'une personne de 30 ans. J'ai 48 ans. OK. Puis des fois, même pas 30, là. J'ai déjà dépassé 200 en fréquence cardiaque maximale, là. À l'âge de 48 ans, c'est certain que c'est extrêmement bon. Mm-hmm. Fait que si on avait des indicateurs de ce type-là qui nous permettent de nous challenger nous-mêmes, en fait, puis de voir notre évolution, c'est certain que ça aiderait. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. J'aimerais ça que tu me parles de la santé intégrative, donc l'Association professionnelle pour la santé intégrative dont tu es président. Et qu'est-ce que la santé intégrative, même pour nos auditeurs peut-être? Oui, ben en fait, hein, la santé intégrative au Québec, c'est pas quelque chose de très, très bien connu, honnêtement. Puis souvent, c'est un terme qui est associé à tort à l'idée d'impliquer n'importe quoi en santé. C'est pas le cas du tout, en fait. La santé intégrative est enseignée à l'Université Harvard depuis plusieurs dizaines d'années. C'est encouragé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'idée, tout simplement, deux grandes facettes, hein, deux grands axes, là, pour bien comprendre. D'un côté, c'est de considérer tout ce qui a du support de données probantes ou de l'expérience clinique pour un bénéfice santé donné. Je vais donner un exemple clair, là. Et de l'autre côté, considérer le désir de la personne. Mais honnêtement, Jean-Pierre, quand je l'explique, tout le monde me dit automatiquement que c'est juste du gros bon sens. Mm-hmm. Donc, admettons qu'on prend un cas comme par exemple la dépression. Écoute, c'est un cas que j'ai beaucoup utilisé en exemple des dernières années. J'ai suivi un paquet de choses au niveau des publications scientifiques. Puis dans mon livre à moi, actuellement, d'après moi, le meilleur des outils qu'on a face à la dépression, c'est l'activité physique. Même pour les dépressions
profonde, l'activité physique a démontré des impacts meilleurs que des antidépresseurs, puis moins de risques de rechute par la suite. Techniquement, c'est ça qui devrait être notre premier outil, en fait, en tant que tel. Et on devrait offrir la possibilité, donc, d'un esprit de santé intégrative aux gens d'utiliser aussi les antidépresseurs, peut-être des périodes de temps moins longues, d'utiliser, en fait, de la psychothérapie, peut-être certains types de suppléments. Et là, de voir la personne, en fait, dans ses choix à elle, qu'est-ce qu'elle décide de mettre en application, puis par quoi qu'elle commence. Et admettons, en fait, qu'elle commence justement par l'activité physique, qu'elle prend aussi les antidépresseurs. Une chose est sûre, c'est que la personne en question, on va avoir des meilleurs résultats parce qu'elle a adhéré à son traitement, elle a fait un choix. Fait que la santé intégrative, c'est évident que ça améliorerait, en fait, les services qu'on est capable d'offrir par notre système de santé. Mais on dirait qu'en santé, en Occident, c'est deux univers qui fonctionnent en parallèle un peu. Donc, le réseau de la santé normal, dans lequel j'évolue, ou classique, puis en marge de ça, peut-être ta sphère d'activité. J'ai pas l'impression que c'est des réseaux qui se parlent beaucoup. Est-ce que je me trompe ou... En fait, de plus en plus, il faut faire attention parce qu'on a tendance à penser que ce qu'on ne connaît pas n'existe pas. Là. Exact. Aux États-Unis, ça fait des dizaines d'années qu'ils enseignent la médecine fonctionnelle et qui s'attardent, entre autres, aux causes des problématiques et non pas juste les symptômes. Et les cours en question sont reconnus par le Collège des médecins. On ne les enseigne pas, nous autres, au Québec. Je te dirais que ça fait juste démontrer que il y a tout un pan, en fait, de la science reliée à la santé qui actuellement n'est même pas enseigné au Québec. Puis, d'après moi, c'est pas une question de mauvais vouloir nécessairement, c'est une question de dérive. C'est d'après moi, là, on s'est emballé au cours des 30, 40, même 50 dernières années dans le monde médical avec l'idée d'utiliser des médicaments parce qu'on sauvait des vies, tout simplement. Puis avec le pouvoir, la capacité de tout le monde pharmaceutique alentour, avec les outils que ça l'amenait, on s'est emballé là-dedans, puis on s'est poussé tellement loin dans cette direction-là qu'on s'est perdu, honnêtement, parce qu'on se pose plus la question, quelque part, de c'est quoi ou juste de la santé. Puis ça devrait être quoi, notre médecine d'aujourd'hui? Il y a personne qui va me dire aujourd'hui, je pense pas, en fait, là, en me regardant dans les yeux, que la médecine d'aujourd'hui, c'est rien que de considérer la maladie. Donc, la médecine d'aujourd'hui devrait être ça. La médecine d'aujourd'hui devrait se soucier de la santé, se soucier de rétablir la santé, se soucier de maintenir la santé le plus longtemps possible. C'est pas ça qu'on fait. As-tu l'impression que le corps médical est réceptif à un discours comme le tien où on met tout dans le même paquet, là, donc on parle de santé intégrative, les gens vont penser médecine douce, puis là, finalement, ça commence à déborder, puis là, on est rendu dans l'holistique, puis finalement, ça nuit peut-être au message, je sais pas. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison, en fait, puis il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on parle de santé intégrative qu'on va nécessairement sortir des poupées vaudou ou qu'on va faire un sacrifice de chèvre. C'est pas ça du tout. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une question de rester sur ce qui est basé sur les données probantes. D'un autre côté, il faut quand même, par exemple, avoir suffisamment d'éducation pour être capable de savoir qu'est-ce qui est applicable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis dans l'association, actuellement, on a 19-20 professions, dont des médecins, des pharmaciens, des infirmières, mais on a aussi des gens en approche complémentaire, là, comme des naturopathes, justement, des ostéopathes, des massothérapeutes, des kinésiologues. Donc, on fait place, oui, à des approches complémentaires, mais pas nécessairement n'importe quoi. Et tu as raison, étant donné qu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est la santé intégrative, actuellement, au Québec, quand on parle d'autre chose, en fait, en santé, automatiquement, les gens pensent que c'est pas supporté par la science, qu'il n'y a pas assez de données probantes, cliniques, etc. Mais tu sais, Jean-Pierre, moi, dernièrement, je regardais les données des oméga-3, entre autres, là, puis il y a des méta-analyses qui a été publiées il y a 2 ans, je crois, 275 000 personnes, patients considérés pour juste les femmes enceintes de développement du cerveau, avec des évidences modérées à élevées. C'est le niveau d'évidence qu'on utilise pour de la prescription de médicaments. Puis pourtant, on ne suggère pas encore les oméga-3 pour les femmes enceintes. Ça devrait être sans aucune exception, c'est très clair. Écoute, ça réduit les risques, entre autres, de naissance prématurée, de naissance avec une faible circonférence du cerveau. Il y a beaucoup de facettes, en fait, en santé humaine reliées à la prise d'oméga-3 chez la femme enceinte, puis on n'en parle pas encore à nos femmes enceintes. Comment ça se fait, en fait? Mais c'est parce que c'est pas enseigné, c'est parce que ce que je suis en train de te dire là, puis la méta-analyse en question, elle fait pas partie des formations médicales continues, puis elle fait pas partie des cursus universitaires non plus.
Ça fait qu'il y a plein de pans, en fait, finalement, de la santé et de la science qui ne sont pas enseignés dans nos cours actuels. Et qui devrait être responsable d'apprendre ça, puis de l'utiliser, puis de le transposer dans la clinique ou dans le soin? Est-ce que ce sont les médecins ou c'est plus par l'interprofessionnalisme que ça passe? Ou... Tu poses une grande question, honnêtement, puis je pense que si on essaie de se dire la vérité, là, je pense pas que c'est les médecins qui vont être capables de faire ça. Je pense que les médecins en ont déjà plein leur table, honnêtement, puis ce qu'on leur demande de faire, ils le font déjà très bien. Le problème, c'est que quand on regarde le système actuel, dans ce que font les médecins, ils font pas nécessairement de la prévention, ils n'ont pas le temps de le faire. Les autres approches complémentaires qui pourraient être considérées, il faudrait qu'ils en soient au courant, c'est absolument nécessaire, là. Ce que je disais tout à l'heure pour la dépression, on est devenus des champions internationaux de l'usage des antidépresseurs au Québec, puis je niaise pas, là. Regardez les médias, les 12 dernières années, à toutes les années, on souligne que l'usage des antidépresseurs augmente, puis ça fait déjà au moins 5-6 ans qu'on a dépassé les niveaux internationaux, là. On est vraiment des champions internationaux de l'usage des antidépresseurs. Il y a beaucoup de médecins qui n'auront pas confiance que l'activité physique peut avoir un impact aussi important, même dans des cas de dépression sévère. Pourquoi ils n'auront pas confiance? Parce qu'ils n'ont pas vu l'étude. Ils n'ont pas été informés. Fait que c'est évident qu'il faut les informer. Le jour où ils sont informés, on a beaucoup de problèmes à mettre ça en application parce que il y en a plein aujourd'hui qui me disent « Ouais, Éric, regarde, c'est beau tes affaires, là, mais moi, demain matin, si je veux référer un de mes patients, un kinésiologue qui va y faire un programme adapté pour la dépression, ça n'existe pas. » Ben oui, regarde, t'as raison. Mais aujourd'hui, on a des choses, des questions à se poser sur le fonctionnement de notre système de santé et les orientations qu'on veut prendre. Si on veut prendre des orientations de rétablissement de la santé, de créer de la santé et non pas de se soucier juste de la maladie, il faut développer la vision en conséquence en tant que telle, puis il faut se donner comme société, en fait, certains objectifs. Tant qu'à moi, tu sais, aujourd'hui, notre Québec, là, moi, je vais te donner une vision, là, hein, je suis peut-être dans un pelleté de nuages que des gens vont dire, mais une chose est sûre, avant que ton discours est axé sur la science, pour que ce soit bien clair. Toi, tu es un scientifique. Ouais. Donc, je pense que c'est important là, de dire que ce que tu avances, c'est supporté par des évidences. Donc, oui, tout à fait. Là. En fait, j'en déroge pas, en fait, mais mon constat à moi, c'est qu'on devrait faire des efforts pour créer de la santé, en fait. Et puis ma vision de société, c'est qu'un de nos grands projets de société au Québec, ça devrait être ça. Ça devrait être de ramener justement la santé comme étant l'objectif ultime et non pas le traitement de la maladie. Je veux dire, c'est comme actuellement, là, honnêtement, moi, je regarde aller le système de santé, puis ce que je me dis, c'est qu'on est en train de dire à la population, non, installez pas de détecteur de fumée pour rien, on va construire plus de casernes. Regarde, à un moment donné, on manque de pompiers, arrête de construire des casernes, là. Il y a quelque chose qui cloche, là. Et la situation, la solution, elle sera pas là. C'est comme si on regarde une équation, c'est chimique, hein? On regarde une équation chimique, là, puis on se soucie tout le temps rien que d'une des variables. L'autre variable, c'est maintien la population plus en santé. Tu vas avoir moins de demandes dans le système, moins de pression, tu vas être capable de t'occuper de ton monde. Je veux dire, c'est un peu ça, là, puis c'est une réalité. Puis là, Jean-Pierre, regarde, le monde, ils vont me dire, ouais, mais la population est en santé. Hey, non, t'as peu, là, c'est épouvantable. Là. En 2017, il y a une étude qui avait évalué qu'on avait 88 % de la population nord-américaine qui est en mauvaise santé métabolique. Il y a eu une étude qui a été publiée en 2021, moi je pense que c'est 2021, comme 4 ans après, ou 2022, je ne suis pas sûr au juste, là, où là on parlait de 93 % de la population qui est en mauvaise santé métabolique. Bien, mauvaise santé métabolique, tu es en mauvaise santé, point. C'est quoi en tant que tel? C'est que tu es sur une pente descendante au cours des prochaines années, si tu ne rectifies pas le tir, tu vas développer des maladies chroniques. Ces gens-là, on devrait tous les réaligner. Là. Actuellement, on ne fait pas ça. On n'est pas capable de les identifier nous-mêmes à travers le système. Parce que tant qu'ils n'ont pas de diagnostic, on le dit, il n'y a pas de problème, continue. Mais juste pour être bien clair, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que la santé métabolique? Pour les gens qui nous écoutent. Oui, bien, c'est entre autres de ne pas présenter de paramètres du syndrome métabolique. C'est que la façon dont ils ont été définis dans l'étude, c'est d'avoir un des 5 critères, en fait, de la santé métabolique, là, du syndrome métabolique. Donc, la question de la pression artérielle, le débalancement des lipides sanguins, un surpoids important en tant que tel, le développement de la résistance à l'insuline. Donc, ce qui relève du syndrome métabolique, en fait, là, est des marqueurs importants de la santé métabolique. Mais c'est évident, hein, pour vieillir en santé, là, c'est impossible si tu n'as pas une bonne santé métabolique. Fait que c'est crucial, en fait. Là. Fait que dans mes recommandations à moi sur la longévité en santé, le premier des items, c'est de rétablir la santé métabolique.
c'est sûr. Tu peux pas bien vieillir si t'as pas ça. Est-ce que je t'écoute parler, j'ai l'impression qu'on n'a pas mentionné le mot une fois à ma connaissance, mais j'ai l'impression que surplus de poids ou obésité chapeaute un peu toute cette problématique-là. Est-ce que tu serais en accord avec ça? Ou... OK. Ah ouais, c'est évident, en fait, là, puis le problème augmente, en fait, là, ça en fait de mauvais jeu de mots, en fait, là, c'est que nos jeunes aujourd'hui, on voit apparaître des cas de diabète de type 2, des cas d'obésité chez les jeunes toujours plus jeunes, de plus en plus jeunes, en fait, puis je comprends pas qu'on sonne pas plus d'alarme que ça, en fait, là, on parle de nos jeunes, là, je veux dire, on devrait vite se soucier, en fait, de rectifier le tir, puis d'améliorer la façon dont on considère la santé. Là. C'est-à-dire de la santé, c'est bien plus que de l'absence de maladie. C'est intéressant que tu parles des jeunes, puis tu disais que le système de santé est toujours axé sur le curatif. La chirurgie bariatrique, par exemple. Actuellement, il y a de plus en plus de discussions ou de littérature qui supporte la chirurgie bariatrique chez les adolescents. Donc, ça supporte un peu ce que tu dis, qu'on est encore dans le curatif plutôt que dans le préventif. Oui, tout à fait, en fait. Puis on peut se poser beaucoup de questions. Il y en a qu'on serait peut-être capable de récupérer. Je ne sais pas si tu as vu les travaux de Jason Fung à Toronto, justement, là-dessus. Là. C'est quand même assez épatant, à laquelle il a réussi à rétablir du monde en utilisant le jeûne, en fait, comme outil thérapeutique au lieu de faire de la chirurgie bariatrique. Mais c'est très préoccupant. Puis là, là-dessus, je suis convaincu qu'il y a des cas où on va être obligé de le faire pareil, la chirurgie bariatrique. C'est sûr qu'on a des questions à se poser sur comment ça se fait qu'ils se sont rendus là. Est-ce qu'on aurait été capable de les attraper avant ça? Sûrement, tu sais. Moi, je connais un interniste, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le connaissent maintenant, mais Sébastien Perron qui a écrit le livre « Ton médecin ne te guérira pas ». Sébastien, c'est un interniste qui dit « Ciel, Éric, là, ces gens-là, j'aurais voulu leur parler avant. » Il dit « Quand ils arrivent à moi, il est trop tard, en fait. Là. Mais je les avais pognés 10 ans avant, probablement, qu'ils ne seraient jamais revenus me voir. » On aurait réussi à les rétablir, on aurait réussi à ramener leur trajectoire. Il faut que ça soit ça de la santé. C'est ça qu'il faudrait qu'il fasse le système de santé. Il faudrait qu'on les attrape avant. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Parfois, je me demande si comme société, parfois je me projette, je me dis si j'avais les outils en main pour prendre des décisions politiques, je me demande si on ne devrait pas mettre tous nos dés sur la jeunesse, peut-être, puis entre guillemets, là, puis je ne dis pas ça de façon négative, mais le rendement sur l'investissement serait peut-être plus important si on allait chez les jeunes, puis entre guillemets, ne pas le prendre de façon péjorative, faire le sacrifice d'une génération. Puis de dire, je comprends. Puis aller les chercher. Moi, je l'ai dit à quelques reprises au cours des dernières semaines, de dire, parfait, par exemple, à l'école primaire, les enfants vont faire du sport tous les après-midi, puis transposer ça ensuite au secondaire. Donc, créer toute une génération qui vont grandir avec des bonnes habitudes, l'enseigner aux jeunes, puis le changement va venir par là. Oui, je comprends ta façon de voir les choses. C'est pas mauvais, mais je te dirais... C'est une hypothèse, hein? OK. Tant qu'à moi, il y a deux axes. C'est sûr que de changer une culture, parce qu'il faut changer une culture, il faut se le dire, la culture qu'on a actuellement au Québec dans la santé, c'est de la culture du médicament. Mm-hmm. À un point tel qu'on est rendu, on devrait même se poser des questions sur les fonctions de la santé publique actuellement. Là. C'est comme si nos systèmes de santé publique sont rendus uniquement à faciliter l'usage des médicaments qui sont utilisés pour les applications en question. C'est pas ça de la santé publique, ça se posait bien plus que ça. Mais ceci dit,
dans ce que tu dis, en fait, là, tant qu'à moi, il y a deux axes. Je suis d'accord avec toi que ça va passer, changer une culture de la vision par de l'éducation, à la fois chez la population et à la fois chez nos professionnels de la santé. Parce que de la même façon, actuellement, on entretient une mauvaise culture, je crois, même dans l'enseignement qu'on fait universitaire aux professionnels de la santé à cause de la dérive qu'on a parlé ensemble plus tôt aujourd'hui. C'est que d'après moi, il faut travailler sur les deux fronts, c'est évident. Mais de l'autre côté, honnêtement, moi, je ne jetterais pas l'idée non plus d'être capable de changer la façon de voir, en fait, des générations actuelles, un peu comme l'a fait d'autres pays par le passé. Là. Je pense que c'est la Norvège qui s'était donné, en fait, il y a plus de 20 ans maintenant, un objectif basé sur une période de 20 ans, d'améliorer les niveaux lipidiques, en fait, des lipides sanguins dans la population. Bon, ils prenaient ça comme indicateur, si tu veux, de la santé générale de la population, et ils ont réussi. Et ce qui est effarant, en fait, quand tu te rends compte, c'est qu'ils ont réussi, en fait, sur une période de 20 ans, à améliorer très significativement la santé générale de la population en prenant ce paramètre-là en particulier. Puis par la suite, ils ont regardé de près les données pour se rendre compte que sur une période de 20 ans, l'usage des statines a fait un bond, en fait, de 10 fois l'usage qu'il y avait auparavant. Puis ça représente juste 30 du bénéfice qui a été observé dans la population. 70 du bénéfice, c'est les habitudes de vie. Fait qu'on est quand même capable, sur les générations actuelles, d'avoir des impacts significatifs. Tout à fait. Ouais. Puis, ça fait que, mais tu as raison, de l'autre côté, il y a l'éducation. Donc, il y a probablement de multiples angles à prendre toute la problématique. Parce que de la façon dont je vois ça, c'est que parfois, j'aurais espoir que sur une période de quelques années, peut-être les enfants, finalement, ramènent ça à la maison, là. Puis, ramènent leur éducation... ou ce qu'ils ont appris à l'école, ou leurs habitudes, ou le goût de faire du sport, le goût de bouger, ramènent ça à leurs parents. Peut-être un effet d'entraînement de cette nature-là, je dirais, là. Donc, oui, tu as raison. Puis en fait, ça, d'après moi, ça se fait même déjà, en fait, parce qu'on a juste à penser à nous autres, on est dans la même génération, là. Quand on a entendu parler de nutrition la première fois, moi, je m'en rappelle, je suis en 6e année. Puis je me souviens aussi, parce que ça m'a beaucoup frappé, que ma fille, à un moment donné, ma fille qui a 21 ans aujourd'hui, est revenue un jour à la garderie, elle avait 4 ans. Elle m'a dit, papa, le saumon, c'est bon pour l'apport en oméga 3. Elle dit, les agrumes, ça contient de la vitamine C. Il y avait parlé de nutrition, puis il l'avait sensibilisé sur l'idée, en fait, d'avoir des molécules qui sont bonnes pour la santé dans ce qu'elle mange dans l'alimentation. Puis elle était revenue passionnée de ça à la maison. Elle avait juste 4 ans. Okay. Je me suis dit, wow, regarde la différence. Là, moi, la première fois que je l'ai entendu parler, j'étais en 6e année. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais. Ouais. Écoute, Éric, je n'étais pas. J'aurais pu te le demander en commençant, tu l'as abordé un peu, mais c'est quoi la santé pour Éric Simard, finalement? En fait, hein, c'est vraiment un tout, la santé, qui ramène beaucoup à l'état d'esprit. J'en ai parlé tantôt, en fait, parce que j'ai dit que la personnalité est l'élément qui a le plus gros impact sur la longévité humaine. Et tu sais, d'un point de vue biologique, l'élément qui a le plus gros impact sur la longévité qu'on est à même d'évaluer, en fait, aujourd'hui, ça semblerait être la vie sociale de qualité. Plus encore que l'alimentation et l'activité physique. La vie sociale, une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui aurait un grand cercle d'amis. C'est énorme comme impact, en fait, en santé humaine, en fait. Puis c'est probablement un impact qui devance un peu l'impact de l'alimentation et de l'activité physique. Fait que pour moi, la santé, c'est vraiment une question de globalité. Ce qui fait que les gens des populations centenaires sont si bonnes ou si efficaces au niveau de la longévité, c'est qu'ils sont excellents dans tout. Fait que quand je parle de globalité, c'est d'être bon sur toutes les facettes. Fait que t'as beau être bon sur l'alimentation, l'activité physique, si t'as pas une vie sociale de qualité, tu réussiras pas à avoir l'impact des gens des populations centenaires. C'est essentiel. Il faut que tu aies tous les facteurs. Puis il y a un grand scientifique français là, qui est décoré, entre autres, en France, en fait, pour ses recherches en génétique, qui a dit, en fait, que selon lui, c'est 80% de l'impact. Tu peux passer à côté de 80% de l'impact s'il te manque une des facettes en question. Ça fait, pour moi, la santé, c'est vraiment une question de globalité. Intéressant. On est peut-être un peu critique du système de santé ce matin, ou tout au moins de certaines lacunes, mais trouves-tu quand même qu'on a un bon système de santé au Québec ou ça dépend comment on définit le système de santé, tu vas me dire aussi, qui est plus un système de la maladie, là, mais quand toi tu entres dans le système de santé, entres-tu inquiet ou tu entres confiant qu'on va bien s'occuper de toi, disons?
Ben, écoute, honnêtement, oui, je crois, entre autres, je crois que nos médecins, je suis très critique derrière la pratique, mais je crois que nos médecins font très bien ce qu'on leur a demandé de faire. Le problème est là. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? De l'autre côté, tantôt, tu as abordé la question, est-ce que c'est les médecins qui vont pouvoir faire ça, changer les choses? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut en partie que ça vienne d'eux, parce qu'il faut qu'ils soient conscientisés sur ce qu'on peut faire d'autre, à quel point ça peut avoir un très grand impact, parce que la majorité vont être très critiques. Là. On parle de facettes, mettons, même comme l'Alzheimer. Je suis certain que remplis-moi une salle de plusieurs centaines de médecins. On leur demande de lever la main, en fait, sur qui pense qu'on est capable de prévenir plus de 50% des cas d'Alzheimer. D'après moi, ils ne seront pas confiants. Puis pourtant, je te dirais que d'après moi, là, dans mon livre à moi, puis moi, j'ai donné plein de conférences, en fait, sur la prévention de l'Alzheimer, basées sur ce qu'on observe, entre autres, des populations centenaires. D'après moi, c'est 75% des cas qu'on est capable de prévenir. Fait que je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire là, en fait, là, mais on a un besoin, là, en fait, d'évoluer dans cette direction-là. Ça fait que d'après moi, oui, on a un très bon système de santé. Là, ça craque de partout parce que la population n'est pas en santé en tant que telle. Puis le constat, il faut le faire. Là. Quand j'étais étudiant au doctorat, là, au début des années 2000, il y avait sorti un rapport que j'ai cherché, que je ne retrouve pas, qui disait que dans 10 ans, on serait plus capable de supporter le système de santé. Ça avait fait la manchette parce que ça disait, regarde, il faut qu'on prenne des orientations, blablabla. Là, on est au début des années 2000. Ça nous met à peu près en 2010. Aujourd'hui, si on veut être franc, on n'est pas capable de supporter le système de santé. Je veux dire, les dépenses explosent à toutes les années. On ne sera pas capable de suivre. C'est rendu quasiment 50% à peu près de nos dépenses publiques. Techniquement, tu sais, Jean-Pierre, on est nos propres assureurs. Là. Moi, comme assureur, j'ai un problème. Est-ce qu'on continue à assurer des gens qui ne font pas attention à leur santé? Quitte à prendre la responsabilité du fait qu'on devrait les aider à reprendre leur santé en main eux autres mêmes. Parce que là, dans la culture québécoise, on est rendu qu'on remet la responsabilité de notre santé dans les mains du système. Ça n'aurait jamais dû être ça. Mm-hmm. Mais il faut se dire les vraies choses. On est rendu là, malheureusement. Et ça fait partie de la problématique. Mais je pense que ce n'est pas unique à la santé, là, cette remise de la responsabilité dans les mains du gouvernement. Là. Je pense que ça touche toutes les sphères de la société. Puis quand on porte attention un petit peu, dès qu'il y a un petit problème dans la société, souvent le premier réflexe, c'est de demander de l'argent au gouvernement, donc de s'auto-demander de l'argent. Là. Ah oui, puis c'est une approche très paternaliste, en fait. Puis je suis toujours contre ça, parce que entre moi et toi, la meilleure façon de créer des imbéciles, c'est de les empêcher de prendre des décisions. Fait que si je prends non, mais c'est vrai. Puis si je prends un exemple ben niaiseux de ça, là, regarde le fait de décider pour les gens, puis de où c'est que tu peux virer à droite sa lumière. Je veux dire, on aurait peut-être pu protéger certaines lumières, là, mais d'un autre côté, on va loin en maudit. Là. C'est que là, on est rendu à dire aux gens, ben regarde, j'ai mis une pancarte te dire que tu n'as pas le droit de virer à droite parce que tu es peut-être trop épais pour savoir toi-même si tu risques d'écraser quelqu'un. Tu sais, c'est ça l'approche paternaliste. C'est puis là, c'est un exemple que je donne, mais il y en a plein de ça. Là. C'est qu'à prendre toujours les décisions pour les gens sans les responsabiliser, on crée des imbéciles. Fait que, il faut changer ça aussi, honnêtement. Excellent, Éric. Écoute, ça fait un bon segment d'entrevue, donc c'est hyper intéressant. Je te demanderai peut-être si tu peux m'envoyer quelques articles, peut-être qui pourraient illustrer ce qu'on s'est dit ce matin, là, donc des références, puis je mets ça sur le site web, puis les gens peuvent peut-être fouiller un petit peu plus, puis tes références de livres, tout ça, puis on aura peut-être l'occasion de se parler à la sortie de ton prochain livre. Je termine mes entrevues souvent avec une section baguette magique, donc malgré des fois les sujets sont plus lourds, je trouve ça super intéressant, mais j'ai hâte de t'entendre me dire ce que toi tu changerais aujourd'hui dans le système de santé si je te donnais une baguette magique virtuelle. Une chose. Écoute, juste une chose, c'est pas évident de réussir. Je peux t'en donner deux, mais en perspective. Écoute, c'est sûr que j'essaierai faut ramener qu'est-ce que c'est que la définition de la santé. Si je voulais changer une chose, ce serait de changer notre objectif. OK. Notre objectif actuel, c'est de traiter, de bien traiter, de traiter le plus possible tout le temps. On est rendu trop loin. Ça marche pas, ça marchera jamais. C'est pas ça. Il faut rétablir la santé, il faut créer de la santé. C'est ça qui devrait être l'objectif, avant tout. Et si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour
Prendre un verre, un café, faire du sport ou... Mon père. Ah oui? Oui. Une des grandes raisons pour lesquelles je fais tout ça aujourd'hui, c'est que mon père est parti beaucoup trop tôt. Et on aurait pu, de façon très évidente, il pourrait être encore en vie. On a une bonne génétique quand même dans la famille. Il y avait des mauvaises habitudes de vie. C'est clairement ça qui a écourté ça. Et j'ai grandi avec l'idée qu'un jour, on va manquer de temps, que ce soit pour nous ou des gens proches de nous. Un jour, on va manquer de temps, c'est évident, en fait. Hein. C'est que la vie, il vaut la peine d'y mettre les efforts parce qu'un jour, on va manquer de temps. C'est tout à fait vrai. Supportes-tu une cause en particulier, une fondation que tu aimerais nous présenter? Ou? Écoute, dans mon cas, c'est la santé intégrative, en fait, hein, que je supporte, mais je te dirais qu'un élément que je trouve extrêmement important, puis surtout dans cette période-ci de l'année, là, c'est la guignolée. OK. J'ai grandi dans une famille extrêmement pauvre, honnêtement. Là, et la guignolée m'a marqué, mais solide. À un point tel où, à toutes les années, je trouve même ça difficile d'en parler. Tu peux sentir la différence. Là, et, ça change des vies, honnêtement. OK. Merci. Alors, je te laisse le mot de la fin, si tu veux laisser nos auditeurs sur un message global. Oui, écoute, honnêtement, j'aimerais dire à tous qu'il faut, on est rendu à une époque où il faut sortir de travers les arbres pour regarder la forêt. Okay. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui que c'est juste du gros bon sens. Puis quand on en parle avec les gens qui auraient la capacité de faire changer les choses, je me fais répondre c'est pas possible, je suis pas capable. Ben, excusez, pardon, je suis pas possible. Mon père vous dirait qu'il est mort. C'est pas possible, je suis pas capable, c'est mort, ça. On est rendu à l'époque où il faut décider de prendre le taureau par les cornes. En fait, il faut sortir de travers les arbres, puis il faut regarder la forêt en tant que telle. Puis la forêt qu'on regarde dans le domaine de la santé, c'est une forêt de maladies. Et il faut faire place à la santé intégrative. C'est juste du gros bon sens. C'est ce que la population demande aussi. Hein. Au cours des dernières années, on a vu une croissance fulgurante dans la population de l'intérêt pour les approches complémentaires. Et là, honnêtement, il y a un risque, en fait, parce que si on n'encadre pas les approches complémentaires, qu'on les encadre pas mieux, puis quand je parle d'une croissance fulgurante, là, on a passé de 71 à 77 % de la population au Québec. C'est un des niveaux les plus élevés maintenant au Canada, puis on était dans un des niveaux les plus faibles de gens qui se tournent vers des approches complémentaires. La raison, c'est très simple d'après moi, là, puis c'est Jean-Marc Léger, en passant, hein, qui m'a dit ça. Puis lui ici, il est d'accord avec ça. C'est que la raison, c'est l'état actuel de notre système de santé. Fait que, il faut justement se tourner vers la santé intégrative. Il faut répondre à la demande, tout simplement. C'est une demande de la population, là. Je veux dire, c'est la majorité, la grande majorité de la population, en fait, là, qui veut se tourner vers autre chose, là, qui comprend, en fait, que le système actuel, les gens ne savent pas exactement par quel bout il faut prendre ça, mais ils comprennent cependant que ce qu'on fait actuellement, ça ne marche pas. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il est grand temps, justement, qu'on regarde tous ensemble la forêt, qu'on sorte de travers les arbres. Éric, merci. C'était un grand plaisir. Merci, Jean-Pierre. À la prochaine. Oui, à bientôt. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.